Vous savez, le 25 décembre, habituellement, c'est quand même un rassemblement familial. On se rejoint en famille pour faire les petits soupers, les petits échanges de cadeaux, passer un peu de temps en famille et juste have fun avec les petits jeux. Vous imaginez. Imaginez qu'on est une famille d'enfants. Donc, une famille avec 4 enfants, 4 jeunes enfants. Le plus jeune a 9 mois, le plus vieux a 10 ans, ou la plus vieille a 10 ans. Donc, c'est une petite famille d'enfants très mouvementée dans un appartement. Mais dans ce lundi 25 décembre, c'est une tragédie qui s'est retrouvée. Un traumatisme complet pour tout le voisinage. Qui habituellement, le voisinage, ils n'ont pas été, comme c'est souvent surprenant, ils n'ont pas tout de suite été alertés parce qu'ils entendaient des cris, un petit peu des cris venant de l'appartement. Mais comme c'est un appartement, j'imagine qu'il est très bruyant. Ah, je vous dis, faites attention avec les bruits avec vos voisins. Vos voisins, c'est les premiers qui peuvent venir vous aider quand ils sentent quelque chose. Mais quand vous êtes le genre de voisin bruyant, mais ils vont pas porter attention à votre bruit. Ils vont juste dire, arrête, eux, de toute façon, là, ici, là, ils font toujours du bruit. On n'occupe pas, on n'occupe pas. Mais voilà. Donc, on va aller sur ce fait qui est arrivé. C'est arrivé en France, dans la ville de Meaux. Je n'étais même pas au courant de cette ville-là. Ben, je ne suis pas au courant de beaucoup de villes en France, guys. Donc, Meaux, c'est à Seine-et-Marne. Donc, il y a eu cette tragédie et j'imagine les habitants, les gens autour, que ce soit directement ou indirectement en lien avec ce couple, cette famille ou étant dans les environs, ça va les marquer. Donc, on y va, on en parle. On parle de violence dans les couples. On parle de arrêter d'associer l'amour que l'amour doit faire mal. À quel prix l'amour doit faire mal? Bref, on est chez la Doua, it's about everything, et on va parler de ce fait-là. Donc, rapidement, on y va un peu, avant d'aller sur la scène complète. Oui, on y va sur la scène, guys. On va aller sur la scène qui a été retrouvée. Une scène morbide. Morbide. Si vous êtes en train de manger quoi que ce soit, vous pouvez arrêter de manger directement. C'est une scène morbide. On imagine que déjà l'autopsie, c'est tellement récent, l'autopsie va se faire le 27. Au moment qu'on se parle, l'autopsie a été faite. Peut-être il y aurait des détails face à tout ça. Mais on a le petit bébé de 9 mois. Il n'y a aucune marque comme qui a été sur lui. On peut imaginer c'est probablement par suffocation. Je ne sais pas, est-ce que cette personne, ce démon qui lui a fait ça, est-ce qu'il a voulu justement vite abréger le tout sans le voir, mais il n'y avait pas de marque de poignard, quoi que ce soit. On a le petit enfant de 4 ans, c'était un petit garçon. Lui, c'est la noyade. Son corps, c'était dans la noyade, directement. Et on a les deux petites filles, les deux fillettes, qui ont 7 et 10 ans. Donc, juste d'imaginer, 7 et 10 ans, le petit corps d'enfant de 7 et 10 ans, elles ont été avec un couteau par leur père. Et de la même façon que leur mère Béatrice, qui est la conjointe de ce type-là, de ce type-là Noé. Donc, c'est comme ça que ça a été retrouvé dans cet appartement. Et bien entendu, la police, en rentrant sur les lieux tragiques, rapidement, ils font le tour avec les voisins. Et les voisins, il y a un voisin qui a dit qu'il a entendu des cris entre 23h dans le dimanche soir. Donc, dimanche soir, il entendait des cris. Et jusqu'à, en tant que tel, 3h du matin, le lundi, le 25. Donc, plusieurs cris. Lui, j'imagine que les voisins, ils ont dit que dans cette famille-là, la femme, Béatrice, elle avait la réputation, l'image, elle criait toujours avec ses enfants. Donc, elle était toujours en train de crier, on l'entendait toujours faire du bruit, crier. Donc, maintenant, vous savez, vous criez au loup tout le temps, vous criez, criez, criez. Maintenant, vous avez une vraie urgence, les gens ne portent pas attention à vous. J'imagine qu'elle a plein d'enfants, elle a 4 enfants à la maison, donc j'imagine c'est alimenté, donc elle crie après les enfants pour un peu de tout. Qu'est-ce que tu fais? Là, 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 là. Elle crie, et puis des cris, vous savez, elle est des îles, elle est antillaise, donc elle est de Haïti, donc ça aurait pu être une sœur, je sais pas exactement, c'est sûr, je suis en train de regarder d'où elle est en Haïti, dans quel département sa famille était. Elle est française, mais originaire d'Haïti. Ah, je sais, l'esprit...
Ses ancêtres, à nos ancêtres haïtiens, on va venir lui donner justice. Je vous dis ça comme ça. Mais bref, c'est-à-dire que dans cette période-là, il n'y a pas eu d'intervention qui est venue parce que le monde entendait le bruit, mais ils se sont dit qu'ils sont tellement habitués d'entendre le bruit qu'ils ne sont pas portés attention. Donc, j'en profite de vous dire que votre bonne entente avec le voisinage fait une différence. Des fois, vous dites, ah, mais le voisin, moi, je fais mon bruit chez moi, puis le voisin n'arrête pas de me dire que je fais trop de bruit, il ne me calcule pas. Mais des événements comme ça, j'imagine cette famille aurait eu, c'est sûr de dire si ils auraient eu, mais en vrai, c'est la vérité. Ça peut vous sauver la vie d'avoir quand même une harmonie, une bonne entente avec votre voisinage. Ça veut dire que si vous êtes dans votre appartement, même si vous payez l'appartement, j'entends du monde qui disent, mais moi je fais ce que je veux, j'ai payé chez moi, dans mon appartement, je fais ce que je veux. Mais d'avoir une bonne entente avec votre voisinage à un certain point, ça peut vous sauver la vie. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelque chose, vous avez une urgence comme ça, vous n'avez pas le temps, même si le temps d'appeler les urgences pour venir ou d'appeler quelqu'un pour venir vous voir s'il y a un délai, le voisin là, qui est directement à une porte de vous, peut réellement vous impacter, vous sauver la vie. Et beaucoup de gens ne portent pas attention à ce fait-là. Et quand ça arrive, on se rend compte de l'importance d'avoir une bonne harmonie avec ses voisins. Bref, c'est un petit détail que je tenais à ajouter face à tout ça. Donc, on a pu voir, comme vous savez, on est dans les pays occidentaux, on est dans les pays quand même assez où il y a les caméras, la technologie, tout est mis sur place. Donc, il y a les vidéosurveillance de la ville de Meaux. Ils ont pu repérer un homme qui a quitté la résidence vers les 20h08 dans la soirée du lundi le 25. Vers 20h56, il est monté dans une voiture. Donc, tout ça, c'est comme déterminé ensemble dans le fait qu'on a pu le voir. Et puis, on l'a repéré, on a pu le retracer justement grâce à la géolocalisation. Vous savez, dans votre téléphone, au niveau simple, guys, dans votre petit téléphone que vous avez là, comme ça, dites-vous que tout est retraçable. Et vous avez, quand vous vous promenez quelque part, on peut vous retracer comme ça. Téléphone intelligent, donc on vous retrace partout. Et c'est avec ces données-là que quand il y a une urgence, soit une disparition, il y a quoi que ce soit qu'on doit rechercher, les autorités ont le droit d'accéder à cette géolocalisation. Géolocalisation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va... Bref. Et voilà, en touchant trop au téléphone. Mais bref, c'est ça que ça veut dire. Que même si vous dites, ah, mais si mes données, c'est privé, quoi que ce soit, c'est privé, votre ordre privé est privé jusqu'à l'ordre que les autorités y prennent accès. Et justement, c'est comme ça qu'on a pu retrouver notre très cher Noé. Noé, il s'est rendu au poste et très rapidement, il a avoué son crime. Il a avoué qu'il a fait du mal à sa famille. J'ai fait du mal. Et puis tout de suite, il s'est défendu en parlant de son état, qu'il est dépressif, que c'est pas de sa faute, il est dépressif. On entend 4 enfants plus sa femme. Et on ajoute, ça fait 14 ans qu'il est en couple avec cette femme. On ne sait pas c'est comment leur relation. 14 ans qu'ils sont en couple, ils ont une famille, ils ont 4 enfants. Ça fait beaucoup. Et là, bien entendu, ça vient d'arriver. Il y a une enquête qui va se suivre. Il y a la famille de la victime là, et puis des victimes qui vont vouloir justice. Et lui, il risque 30 ans de prison. Jusqu'à perpétuité, mais je pense que c'est plus, il n'y a plus de perpétuité tant que ça maintenant, mais il risque jusqu'à 30 ans de prison si on le remet responsable de ses actes. Parce que là, maintenant, il y a un si, parce qu'il y a une condition. Et que cette condition, sa femme était au courant. Les gens autour de lui, j'imagine, peut-être les voisins n'étaient pas au courant parce qu'ils ne savent pas, mais autour de lui, peut-être, étaient au courant et ils ont pu voir au poste de police que son casier judiciaire est vierge. Donc, monsieur n'a pas de problème dans le côté de la justice à la base, mais il avait eu un antécédent déjà dans son couple. Donc, ce couple était
rock'n'roll. Vous savez, quand vous proclamez, des fois, il y en a qui disent ils aiment ça, leur couple, ils aiment quand ça chauffe, là, quand il y a un petit peu de chicane. Ah, j'entends même des femmes le dire, ah, ils aiment ça quand ça pique un peu dans le couple, là, quand c'est trop tranquille, trop doux, ils n'aiment pas ça. À quel point vous aimez ça? Donc, le profil de Noé. Noé B, il a 33 ans. Il est né à Colombes, à Hauts-de-Seine. Il a eu un CAP en plomberie. Donc, à la base, il n'a pas eu de casier judiciaire, il n'a pas été reconnu pour être délinquant ou quoi que ce soit. Mais, lui, il a des troubles psychiatriques. Au-delà de ça, il a des troubles psychiatriques, violence intrafamiliale. Donc, intrafamiliale, c'est au noyau familial, il y a de la violence. Il est violent, il y a de la violence. Donc, c'est une atmosphère très rock'n'roll, très traumatique. Est-ce que ça va de l'enfance? Est-ce que ça va être un peu plus creusé? Il y a qui vont sortir sur lui pour voir est-ce qu'il s'est traumatisé. Bref, depuis 2017, il est suivi pour troubles dépressifs et psychotiques. Il y a aussi des traitements qu'il doit prendre. Il est suivi, donc vous imaginez faire des thérapies, rencontrer du monde. C'est suivi. Il y a un antécédent, un événement qui est arrivé suite à ça. Un antécédent des attaques avec couteau sur sa femme en 2019. Et ça, cet événement-là, on regarde moi je dis la tragédie, l'horreur de tout ça. Il a donné des coups à l'omoplate à sa femme. Elle venait d'avoir 1 mois et demi de son accouchement. Tu sais, une femme qui vient d'accoucher, là encore, qui est encore faible, il y a encore les fils de l'accouchement qui sont même pas encore toutes tombées. Ton corps est encore bien fatigué, tu es encore en train de cicatriser, d'avoir sorti, qu'un enfant est sorti de toi. Et tu te retrouves de même. Par contre, sa femme, Béatrice, âgée de 33 ans, 35 ans, elle est âgée, hein, elle a refusé de porter plainte. Elle a refusé de porter plainte malgré que ce type, il lui avait à l'omoplate, qu'elle se retrouvait à l'hôpital, il y a eu les suivis et tout ça, malgré qu'elle voit qu'il a un état très psychotique, très dépressif, hors contrôle, qu'on ne peut pas le contrôler. Elle arrivait devant les juges et tout, elle a dit non, moi je porte pas plainte contre lui, je l'aime. Malgré qu'elle était au courant qu'il avait cessé ses traitements, elle a accepté de le tolérer. En se disant, mais c'est pas si pire que ça. Mais c'est mon mari, on est ensemble depuis toutes ces années-là, c'est le père de mes enfants, je peux pas le laisser. Je suis sa ride or die. Je suis sa Bonnie and Clyde, je suis sa Bonnie, je suis sa chérie. Il a besoin de moi, je peux pas l'abandonner. Je dois rester avec lui, même à y laisser ma peau et surtout à laisser la peau à mes enfants. Bien entendu, en 2019, Noé il s'est défendu. Il a dit qu'il aimait sa femme, c'est son tout, qu'il l'aime, qu'il va toujours l'aimer, que c'est la femme de sa vie. Et que c'est pas de sa faute. Le couteau est parti tout seul. Là. Lui, c'est comme ça. Le couteau, c'était comme un marqueur, ça fait ouf, ouf, ouf. C'est comme ça. C'est pas de sa faute. Il n'a pas pu le contrôler. Lui, il a eu aucune conscience de tout ça, le pauvre. Et puis le dossier, finalement, le fait que la femme ne porte pas plainte, le type, il est dépressif, c'est pas de sa faute, il n'y a aucun suivi réellement qui est fait, même s'il ne fait pas ses traitements, il n'y a rien qui est fait vraiment. On le déclare donc irresponsable en raison de sa déficience mentale. Et aussi, un fait important qu'on a ajouté pour lui, il a une existence d'abolition du discernement. Ça veut dire que lui, dans son cerveau, il n'est pas capable d'avoir du discernement. Vous savez, je vous parle toujours, c'est tellement l'ironie, mais je vous parle toujours du discernement. C'est bon d'avoir du discernement, d'avoir du discernement. Je vous le répète, je vous le dis, guys. Et là, d'entendre ça, qu'il y a des gens vraiment qui n'ont pas le discernement, c'est réel. Donc, suite à ça, c'est sûr qu'il a été jugé, c'est pas de sa faute. Donc, s'il n'est pas capable d'avoir du discernement sur ce qui arrive, donc il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas discerner les choses, le bien, le mal réellement, comprendre les impacts des choses. Il va réagir selon l'émotion. Peut-être qu'il se chicane avec sa femme, mais lui n'a pas le contrôle de pouvoir comprendre et dire qu'il doit s'arrêter. Et puis on peut comprendre, les voisins l'ont dit, sa femme, elle a l'habitude de toujours crier.
d'être bruyant, de toujours faire du bruit dans la maison. Toi, tu es quelqu'un de dépressif et tu es face à quelqu'un qui crie tout le temps, ça cause tout ça. Donc, c'est sûr que maintenant, si les juges le disent coupable, responsable de ce qui s'est passé récemment, il risque 30 ans de prison. Si on le dit coupable. Mais si en 2019, on l'a déjà noté comme étant, il n'est pas apte à reconnaître le discernement, dans son cerveau, ça ne connecte pas, c'est-à-dire dans leur diagnostic, dans ses traitements, ils l'ont dit. On a dit aussi depuis 2017 qu'il devait être suivi, prendre des traitements. Un moment comme ça, il a arrêté de prendre ses traitements parce que vous savez, dans la communauté noire, quelque chose qu'on doit dénoncer, c'est la maladie mentale. On ne le prend pas assez au sérieux. On néglige beaucoup trop la maladie mentale à un point tel que ça peut arriver des choses comme ça. Parce qu'on le néglige trop. On est comme vraiment trop là, on le prend comme étant, ah ok. Mais c'est sérieux, guys. C'est vraiment sérieux. Donc, c'est ça ce qu'on retient. Donc, c'est triste. Tout cet événement, c'est triste. Est-ce que ça aurait pu être évité? On ne sait pas. Peut-être ça aurait dû être un signe de plus. Ça devait arriver pour faire comprendre des choses. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça? Arrêtez d'accepter l'amour qui fait mal. Arrêtez d'essayer de tolérer ce qui ne devrait pas être toléré. Vous savez, ce type a des problèmes. C'est-à-dire que tu viens d'accoucher l'enfant de quelqu'un. Et ton corps est en train de cicatriser. Tu n'es même pas complètement rétabli. À 1 mois et demi de ton accouchement, ce type, il prend une arme pour te... Et toi, tu parles d'amour. Tu es au courant que ce type est suivi pour maladie mentale, mais on a tellement banalisé ou rendu tabou la maladie mentale dans la communauté qu'on ne le prend pas au sérieux. L'état dépressif d'une personne. On ne le prend pas au sérieux que si quelqu'un doit être traité et puis ne fait pas son traitement, ça devient un retardement pour tout le monde autour de lui. Il devient un danger pour tout le monde et pour lui-même. Et cette fois-ci, dans ce cas-ci, on regarde la tristesse. C'est sa famille, le monde autour de lui qu'il dit aimer qu'on en subit les conséquences. Ici, dans ce cas, on ne parle pas que la femme prévoyait le quitter. C'est probablement une dispute comme d'habitude. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça se peut que c'est même une histoire bien banale. Que ça s'est terminé, que lui, il n'est pas capable de faire la connotation du discernement dans sa tête. Il s'est énervé. Et puis elle aussi, elle a son tempérament, les Antilles, le sang chaud, deux sang chauds ensemble. Puis elle a commencé aussi à s'énerver, à parler fort, parler plus fort, crier. On ajoute aussi, il y a plusieurs petits enfants dans une maison qui courent, qui sont excités. On parle de Noël, les enfants sont excités. Déjà, ils sont excités quand c'est pas Noël, les enfants sont excités. 4 enfants dans une maison. Peut-être le petit bébé de 9 mois, c'est un petit bébé, il touche juste à tout. Mais les enfants, ils courent partout. Ils jettent leur tête danser, ils jettent leur tête dans le sable. Peut-être pas dans le sable, mais dans le sac de sucre. Ils font tout ce qu'ils doivent faire. Et puis là, vous avez un père dépressif, une mère qui est énervée, qui peut être dépassée, et des enfants qui se retrouvent à courir partout. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est la formule parfaite du tic-tac, tic-tac, tic-tac. On entend le tic-tac, le décompte. Donc, des fois, on voit un événement comme ça qui arrive, après on se dit, j'ai pas vu venir. Mais quand on regarde, toutes les équations étaient là pour que ça vienne. Donc, il faut arrêter de minimiser certaines situations qui ne doivent pas être minimisées. Vous êtes avec quelqu'un, vous savez que la personne est sous traitement parce que la personne, son côté mental, il a besoin d'être traité, il a besoin d'avoir ses médicaments, ses antidépresseurs, et cette personne se retrouve dans un climat où ce qui ne peut pas être calme, mais ça risque d'arriver, ce tic-tac. Malheureusement, je ne dis pas que c'est toutes les personnes, et loin de là, surtout loin de là, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans un état de dépression vont arriver là. Mais qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que beaucoup de ces personnes dans un état comme ça peuvent y arriver là. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut dire, repose en paix à ces personnes, à cette famille. On peut envoyer de la force, du soutien
à la famille qui se retrouve à devoir enterrer le jour de Noël leurs proches. 4 enfants plus la mère, donc 5 personnes à enterrer. Est-ce que vous pensez à 35 ans qu'elle a eu le temps avec ses 4 enfants de prévoir ses arrangements funéraires? Non. Je ne sais pas si rendu là, il y a quelqu'un qui va se lever, faire une cagnotte pour elle, pour essayer de ramasser de l'argent pour aider, si la population veut l'aider ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'aide rendu là. Mais dans tous les cas, c'est dommage. Est-ce que vous pensez même que ce type-là, avec son CAP de plomberie, il est en mesure de pouvoir... il va pouvoir tout payer, la dette? Peut-être il est même pas... Il est dépressif, il a comme... Il a une absence de discernement. C'est-à-dire qu'il n'est même pas conscient de tout ce qu'il fait. Est-ce que vous pensez qu'il jusqu'à maintenant, il est conscient de ce qu'il vient de faire? Ah, je vous dis, des fois, il y a du monde qui on recherche tout l'amour, se mettre en couple avec des gens. Mais avant de se mettre en couple avec qui que ce soit, faites des vérifications. Vérifiez les antécédents. Autant qu'on dit de faire les tests médicaux, mais il faut aussi aller dans le côté psychologique de la personne. Eh oui, je vous dis, test médical est fait, c'est clean. Ah, c'est beau, c'est correct. Regardez l'antécédent de la personne. Ah, en 2017, tu étais sous traitement. Comment ça s'est passé ton traitement? Oh, tu l'as arrêté comme ça? Pourquoi tu l'as arrêté? Ah, parce que ça te tentait? Ah, fuyez. Il n'y a pas de non, mais peut-être qu'il est quand même gentil, il m'aime. Qu'est-ce qu'il t'aime? On dit qu'il n'a pas conscience. En 2019, il t'a prouvé qu'il n'a pas le contrôle. Tu venais de lui donner, tu venais d'accoucher de son enfant. Il y a 1 mois et demi de ça, tu venais de donner naissance à son enfant. Et lui, il a pris une arme pour te tac, tac, tac. Et puis, il a été retiré de toute charge parce qu'on a dit qu'il est irresponsable. On l'a classé comme irresponsable dans la société. Il a des déficiences à cause de son aspect psychologique, psychotique. C'est fort possible, il y a des traumatismes de l'enfance qui n'ont pas été résolus. Ah, c'est pour ça que je vous dis, nous, surtout dans notre communauté des Noirs, je vous dis, nous les Noirs, on a encore plus à faire attention à la santé mentale. Parce qu'on a vécu beaucoup de traumatismes, soit les traumatismes ancestrales. Ouais, je sais, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu dis là? Ça fait de loin les traumatismes ancestrales, mais ils sont toujours là. On a soit les traumatismes ancestrales, et là, des familles, ça veut dire maintenant, on a dans nos familles, il y a chaque dépendant, je sais que, dépendant de chaque pays, dans chaque tribu, il y a certains, les tribus surtout africaines, il y a certains, chaque endroit, chaque village, ils ont leurs propres règles, leurs propres coutumes. Ah, ça apporte beaucoup d'isolation, beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrilèges. Il y a tout ça qui vient dans la tête de quelqu'un qui peut le perturber. Même si vous allez me dire, ah, mais lui est né en France, ça ne dérange pas. Hey, vous ne savez pas sa famille, qu'est-ce qu'ils ont, les traumatismes qu'on a apportés enfant. Dans son foyer, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a vécu, qu'il était une bombe à retardement en grandissant. Qui a fait en 2017, il s'est retrouvé dépressif, à un état tellement dépressif qu'on l'a mis sous traitement. Il devait prendre des antidépresseurs. Et vous imaginez quand vous êtes dans une famille, dans un foyer où le monde, vous êtes en train d'essayer de faire votre traitement, mais le monde va vous dire, ah, mais toi, parce que t'es fou, tu dois prendre tes traitements. Là, il a honte de prendre ses traitements parce qu'il doit se dire, ah, mais non, je peux pas prendre mes traitements, le monde me traite de fou, mais moi, je suis pas fou. Et des fois, vous êtes responsable de ça, vous vous moquez des gens, vous voyez la personne va prendre son petit antidépresseur. Laissez-le le prendre, au contraire, encouragez-le. Cette femme, elle a beau faire 14 ans avec lui, mais elle a vu en 2017 qu'il devait prendre des traitements, il a arrêté de le prendre. Elle a laissé passer. 2019, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Procès s'est fait, elle a dit non, moi je peux pas porter plainte contre lui, c'est mon amour, c'est mon chéri. Elle a même pas forcé ou mis de la pression pour qu'il continue, qu'il reprenne ce traitement. C'est-à-dire qu'il était juste, oh, c'est pas de ma faute. Ouh, c'est pas de ma faute. Jusqu'en 2023, ça arrive. Et puis là, qui est victime, c'est les enfants. Là, on doit savoir qu'est-ce qu'on fait là. La personne qui est dans votre foyer, vous devez faire attention à cette personne. Vous apprenez cette personne-là à des psychotiques et nerveux. Hey, faites en sorte de... Qu'on dit apporter la paix à son foyer, là. C'est ça que ça veut dire, hein, guys. Mais c'est triste, cette histoire. C'est triste que ça arrive. Mais c'est dans cette période de l'année,
de fin d'année que beaucoup de cas comme ça arrivent. Beaucoup de tragédies comme ça arrivent parce que il y a tellement un relâchement, tellement de la pression qui est mise dans cette période de l'année que dites-vous que ça arrive. La période froide, la période d'hiver qu'on dit, il y a encore plus de cas comme ça qui viennent. Est-ce que c'est jusqu'à combien de cas on doit toujours tolérer l'amour toxique? Ah, moi je dis l'amour toxique. Pourquoi on doit tolérer l'amour toxique? L'amour qui fait mal, l'amour qui fait souffrir. Dans votre tête, c'est quoi cette association de tolérer ça? Donc je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Et l'amour n'est pas supposé faire mal.